Ling Rockwell retournait au bayou chaque semaine. Cela faisait 2 semaines qu'elle n'y avait pas vu son amie. Elle s'inquiétait. Elle imaginait d'aller rôder près de la ferme des Lapointe. Mais elle renonça, tant l'idée lui semblait saugrenue. Elle écourtait ses passages au ponton familial. Elle notait dans son journal « Toujours pas de nouvelles de Jessie. Je m'inquiète un peu. Lui est-il arrivé quelque chose? Ses grands-parents? Les nasses du docteur Alexander sont prêtes. Je lui porterai demain. Sinon, rien de spécial. Ashley a un fiancé. Il est gentil. Les gens sont inquiets. Il y a eu des problèmes à la raffinerie. Des Blancs ont attaqué les ouvriers noirs et tué un gars. Des gens disent que le clan est derrière. Antonia Sturges dit avoir aperçu des hommes cagoulés passer devant chez elle, une nuit. J'ai un peu peur. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Au gré des pages. Ce soir, nous recevons Franck Lacombe. Franck, Claire bonjour. Richer. Bonsoir. Alors Franck, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes aussi conférencier au Grand Palais, Réunion des musées nationaux. Vous êtes aussi conservateur délégué aux antiquités et objets d'art à la Direction des affaires culturelles de la Martinique. Et vous êtes bien sûr écrivain. Alors, Bayou, c'est votre 5e roman, c'est le roman dont on va parler ce soir. C'est votre 5e roman et vous avez un 6e ouvrage également en préparation. Et pour être précise, Bayou est déjà sorti en 2020 et aujourd'hui il est réédité par le Lys Bleu Édition. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, vous allez nous expliquer ce que veut dire Bayou. Quel est le terme et pourquoi avoir choisi ce titre pour votre ouvrage? Bayou, c'est un mot qui vient d'une langue parlée par le peuple Choctaw, qui est un peuple autochtone du sud des actuels États-Unis, d'un État maintenant qu'on appelle la Louisiane. Et Bayou, qui a été adopté par l'ensemble des langues du monde, désigne ces espaces recouverts par... inondés par les bras des fleuves qui viennent se jeter dans le golfe de Louisiane, donc au sud des États-Unis. Ce sont des terres inondées par ces bras de fleuves qui forment des canaux, qui forment des eaux à demi stagnantes. Et cela donne une nature tout à fait particulière, un écosystème particulier. Et les gens qui vivent dans cette région de Louisiane, à proximité ou autour de ces bayous, ou parfois dans ces bayous, ont noué avec ces espaces une relation tout à fait particulière. C'est un monde en soi, le bayou. Effectivement, on le ressent bien, puisque c'est le décor principal de votre livre. Mais justement, donc, l'histoire se passe en Louisiane, comme vous venez de le dire, alors que vous êtes guadeloupéen de par votre mère. Pourquoi avoir choisi cette région des États-Unis ? Et les États-Unis en l'occurrence. Alors pourquoi pas, mais c'est une réponse évidemment trop simple. Parce que la Louisiane, enfin en tant que Caribéen, je pense que la Louisiane est une extension du monde caribéen. Le monde caribéen va des côtes du Venezuela jusqu'à la pointe de Cuba. Il y a tout ce chapelet d'îles, des grandes et des petites Antilles auxquelles nous appartenons. Mais c'est trop simple de le limiter à cet espace en soi. Et la Louisiane, sur le continent nord-américain, est l'extension de ce monde caribéen, parce que c'est une terre qui est créole. Créole, puisqu'on a des strates de peuplement. D'abord, c'est peuples autochtones, ceux qu'on a appelés les Indiens d'Amérique du Nord, mais enfin, c'est toute une série de peuples colonisés, on le sait, et puis... il y a eu ensuite l'arrivée des Espagnols, l'arrivée des Français. La Louisiane a été française jusqu'à 1802, date à laquelle elle a été vendue par Bonaparte aux États-Unis. Et entre-temps, il y a eu cette déportation massive de populations africaines,
d'esclaves africains arrachés à la terre d'Afrique, qui ont été déportés, donc emmenés, fer aux pieds, sur ces terres louisianaises. Il y a également, donc après cette présence française, présence francophone, une autre présence francophone, celle de ces populations du Québec, de Québécois, donc des francophones qui ont fui le Québec lors de la mainmise anglaise et qui ont rejoint ces terres francophones et qui ont apporté eux-mêmes leur coloration particulière à ces terres, et puis évidemment les populations anglophones. Donc c'est une terre métissée, mélangée, multiculturelle à l'image de notre monde caribéen dans lequel nous vivons. Donc c'est un beau clin d'œil. Et donc cette histoire se déroule en Louisiane au début du XXe siècle, à l'époque de la ségrégation raciale, du Ku Klux Klan, qui sème la terreur notamment auprès de la population noire. Et c'est aussi l'époque de la prohibition d'alcool. Est-ce que c'est la période de l'histoire la plus importante des États-Unis que vous avez souhaité mettre en avant ? En tout cas, ce que j'ai mis en avant, c'est une période charnière. C'est une période où vivent encore, subsistent dans les esprits les souvenirs, subsiste la mémoire de la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Et en même temps, ce vieux Sud vit ses derniers instants, mais il ne le sait pas, parce que c'est un vieux Sud agricole, de terre, sur les plantées en canne à sucre, en coton, et qui peu à peu s'industrialise. Mais on ne le sait pas. Et c'est un monde donc qui craque, dont les coutures craquent. C'est un monde qui subit des changements, des transformations. Il y a les revendications aussi de ces populations noires, revendications d'émancipation. Et évidemment, ces revendications amènent des contre-réactions. Et puis, les années 20, comme vous l'avez dit, c'est la période de la prohibition de l'alcool qui a été une décision terrible, enfin aberrante, qui va donner toute sa force au monde du crime organisé. Or, le Sud, la Louisiane, Nouvelle-Orléans et autres vont être des lieux où la pègre, autour des bars, des joints où on joue de la musique, va écouler son alcool de contrebande. Oui. C'est un décor multifacette historique qui permet de donner la place à vos personnages principaux. Donc, si on rentre un petit peu dans votre ouvrage, il y a 3 personnages principaux dont les vies des familles s'entremêlent. On a cette petite fille noire, Lynn, qui est la fille du pasteur, qui se noue d'amitié avec une autre petite fille blanche, une amitié innocente et pure en fait, avec Jessie, qui a son frère également qui cherche à montrer qu'il est un homme et qui va rejoindre les rangs du Ku Klux Klan. Et puis il y a ce gangster blanc, Alexander, qui travaille pour la mafia, qui est voué à faire des basses besognes et qui a comme épouse une femme noire. Et donc tout ce personnage se mêle, mais en fait ils ont tous quelque chose de fort. Et quel message chacun d'eux porte dans votre livre ? Ce qu'ils ont de commun, c'est leur amour de cette terre louisianaise, cet amour du bayou. C'est ça qui réunit ces gens qui viennent d'horizons tout à fait différents. Effectivement, ce gangster qui est un immigré italien de Calabre et qui, sorti de son bateau, choisit le monde du crime. C'est l'héroïne, Lynn Rockwell, qui est la fille du pasteur, et qui appartient aussi à ce monde louisianais, alors noir, mais attaché aussi à sa terre de souffrance, mais aussi terre de contraste, terre que l'on aime. Et puis l'autre personnage que vous avez évoqué, tout à fait justement, c'est la petite fille blanche, Jessie, qui appartient à cette communauté francophone qu'on appelle Cajun, et qui a donné cette coloration d'ailleurs très créole, parce qu'on parle un créole en Louisiane, un créole finalement comme on en parle un en Martinique, en Guadeloupe, chez nous. Et cette petite fille blanche, ces petits blancs du Sud, est aussi attachée fortement à ce monde du bayou. Et c'est ça qui unit ces personnages. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'au-delà de leurs différences, quels que soient les préjugés, cet univers particulier du bayou
unit les gens. En Louisiane, le raciste, le non-raciste, le blanc, le non-blanc mangent la même chose. Et ils sont attachés à cette nourriture. Le po' boy, qui est le sandwich à la crevette épicée. Oui, c'est ça, ou le crabe farci. Le crabe farci, que vous etc. décrivez dans votre livre. Vous avez des gens qui ont un drapeau confédéré, qui ont un flingue sur leur Harley Davidson, donc ils sont des suprémacistes blancs, mais pour rien au monde, il manquerait un bon repas avec du crabe farci et du po' boy, comme le noir ou l'autre à côté, finalement, qu'ils peuvent ne pas aimer, mais ils sont attachés à cette terre et à cette cuisine, et ça, c'est fantastique. Absolument. D'ailleurs, vous le décrivez dans votre livre, au moment d'une kermesse, je crois, ils se retrouvent autour de repas et les Blancs vont acheter donc ces nourritures qui sont préparées par les Noirs notamment. Et oui, bon, on a ces moments de kermesse à Bâton Rouge, où South Bâton Rouge du Sud, et donc le Bâton Rouge blanc et North Bâton Rouge noir vont se retrouver sur les berges de la rivière Comittee et pour manger des crabes farcis. On voit ces dames blanches très élégantes, gantées comme on l'est au début du XXe siècle, qui flattent la joue de ces petites filles noires dans ce moment, alors que c'est l'un des rares moments où évidemment où on communique, on communie autour de la nourriture, c'est très très important. Absolument. Alors revenons sur le personnage principal qui est Lynn, c'est une petite fille de 12 ans. Vous la décrivez comme étant pas très jolie, avec une couleur de peau plus noire que ses deux sœurs. Elle a des cheveux crépus qu'elle n'assume pas toujours quand elle est petite. Elle reçoit des gifles, des tapes de sa mère, de sa tante ou de la dame qui s'occupe d'elle, Ida. Mais elle aspire très tôt à la révolution. Face aux injustices qu'elle découvre au fil des années. Elle reçoit une bonne éducation, puisqu'elle aide justement cette petite fille blanche à écrire ses chansons. Et en fait, on voit au fil du temps que elle réussit, elle devient avocate par la suite. Et sa réussite pour vous, n'est-elle pas la revanche de cette communauté, et en particulier un hommage aux héroïnes noires des différents romans dont les vies sont empreintes de résilience ou de combat? Tout à fait. D'abord, je me suis beaucoup plu à écrire, à mettre en avant une héroïne, une petite fille qui ne correspond pas au canon de la beauté, en fait. Je ne sais pas si elle est belle ou elle n'est pas belle, elle ne correspond pas au canon de la beauté. C'est-à-dire qu'elle a hérité d'une aïeule, une peau plus noire que ses autres sœurs, que dans la fratrie. Il y a deux autres sœurs qui ont cette peau ambrée et qui fait d'elles des beautés que l'on va courtiser dans ce répertoire colonial qui pèse sur les corps et sur les esprits, et qui fait que la peau plus claire peut être mieux considérée que la peau plus noire. Même là, il y a ces gradations, on le sait. Et Lynn, elle a hérité de cette peau noire comme le sirop de batterie. Elle a des cheveux crépus, moins peut-être ondulés, moins codés, plus cheveux graines, comme on dit chez nous, crépus. Et elle va en faire, elle porte des lunettes. Et elle va faire de ce qui sont considérés comme étant des défauts une arme, en fait. Elle s'intéresse aux livres, elle s'intéresse à la culture, elle est fouille, elle est curieuse. Et donc, elle devient le pivot de cette histoire, sa curiosité, son esprit rebelle aussi, parce qu'elle s'est intéressée à l'histoire de la Révolution française, l'histoire de la Révolution américaine, pour faire d'elle finalement quelqu'un qui va bousculer les choses, y compris au sein de sa famille. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Et d'une façon générale, dans nos discussions, vous avez souligné que les zones grises de l'humanité vous intéressent. Est-ce que vous pouvez développer ce point, et est-ce que ces zones grises se retrouvent dans cet ouvrage? J'espère. En tout cas, je pense, oui, je pense, enfin on me l'a dit, c'est ce que j'ai voulu. Le travail d'un romancier, c'est, je pense, il y a beaucoup de définitions différentes, mais c'est d'aller explorer ces zones grises de l'âme humaine, de la condition humaine, pour paraphraser les grands écrivains, et des destinées humaines. Et la Louisiane, justement, cette terre où viennent se frotter ces cultures différentes, ces vécus différents,
est une zone, donc, puisque c'est une zone d'interpénétration, ou pas d'ailleurs avec la ségrégation, au contraire, de mise à l'écart, c'est une zone où il y a des zones grises. Hein. C'est pas noir et blanc, c'est gris. Comme le paysage du Bayou. Le paysage du Bayou, il est mystérieux. Il y a un copain lecteur que j'ai vu cet été en Hexagone qui m'a dit « Mais le Bayou, c'est effrayant. » Je dis « Pour toi, c'est effrayant, mais ça peut être tout à fait passionnant d'aller. Moi, voilà, c'est d'aller prendre un canot, d'aller explorer le Bayou. Mais il y a de la brume. Où est-ce qu'on est? On s'y perd. Donc, je pense que l'écrivain, s'il ne décrit que ce qui va bien, ce n'est pas intéressant. Ou en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand il va explorer eh bien, là où les contours deviennent plus flous, que ce soit dans les destinées humaines, dans les géographies, dans les histoires ou dans les psychismes. C'est peut-être la vie tout court qui est ni blanche ni noire, mais peut-être grise. Oui, la vie tout court n'est ni blanche ni noire. Mon expérience personnelle, c'est ni blanc ni noir. D'ailleurs, c'est un peu des deux. La vie de chacun, c'est ni blanc ni noir. On a nos périodes. On espère que ça va bien, mais le bonheur, on le connaît parce que quand on a expérimenté le malheur, donc c'est didactique, il y a un peu un côté yin-yang, vous savez. Donc c'est ça. Et l'écrivain, je pense, ou l'artiste ou le créateur sont là peut-être pour ça aussi. Très bien. Je vous propose maintenant, Franck, de continuer la découverte de votre univers qu'on a commencé à ébaucher à travers notre rubrique « La face cachée ». Alors Franck, on l'a dit au début, vous avez été guide conférencier pour les plus grands musées nationaux, comme le musée d'Orsay, le Louvre ou encore le musée de Versailles. Cette expérience mérite d'être soulignée. Pouvez-vous nous en dire quelques mots? Alors je suis toujours, parce que quand on a le titre, on l'est toujours. L'été dernier, d'ailleurs, j'ai fait une visite pour la famille qui vit en Hexagone du château de Versailles, donc c'était un moment passionnant. Ça faisait quelque temps que je n'en avais pas fait une au château de Versailles, donc on y a passé une journée entre le château, le jardin et le domaine de Trianon. Alors c'est passionnant. J'espère pouvoir en refaire encore à l'avenir, puisque après tout, c'est la limite physique qui m'arrêtera. Expérience passionnante, effectivement. Expérience passionnante qui m'a permis de travailler dans ces lieux exceptionnels en Hexagone. Donc, que vous avez cité, musée d'Orsay, musée du Louvre, château de Versailles, et les grandes expositions aussi. On est dans le beau, on est dans l'art, on y emmène des gens, on explique aux gens, on fait découvrir, ou en tout cas on fait redécouvrir au public des œuvres qui sont absolument extraordinaires, ces œuvres du patrimoine. Puis ça peut être prolongé d'ailleurs par d'autres expériences. Récemment, en avril dernier, avec cet employeur, donc le Grand Palais Réunion des musées nationaux, j'ai participé à ce qu'on appelle, j'ai animé ce qu'on appelle les microfolies. C'est un musée numérique itinérant, et nous avons fait une halte en Guadeloupe. Et là, avec un PowerPoint, enfin des images présentées en PowerPoint que je commentais, des images d'œuvres d'art des musées à la fois martiniquais, guadeloupéens, et des œuvres d'art de musées français que je mettais en relation. Et bien, j'entraînais avec moi un public de jeunes élèves guadeloupéens ou d'adultes, et c'était absolument extraordinaire. Oui, ça, c'est fantastique. Je crois que c'est un métier, quand on arrête le soir, on est fatigué, mais on a une espèce d'exaltation. Souvent, quand on rentre de son boulot, on s'assoit sur son canapé, puis on a envie d'évacuer. Et là, non, c'est assez extraordinaire. Vous transmettez... on transmet, c'est essentiel. L'éducation, l'histoire aux jeunes, mais pas que aux jeunes. J'aimerais que nos décideurs politiques ici aux Antilles soient plus investis dans la politique muséale. Nous avons de très très beaux musées qui dépérissent. Il y a un très beau écomusée à Lens-Fuguier, il y a un musée ethnographique sur la savane, c'est à Fort-de-France. J'aimerais que les hommes politiques le fassent, parce que la culture, c'est essentiel, c'est un bien essentiel. Bien sûr, on ne peut que partager ce point de vue sur la culture, en tout cas. Vous avez choisi aussi de nous présenter un objet d'art que vous allez nous commenter. Je pense qu'on va le voir à l'écran. Qu'est-ce qu'il signifie pour vous et pourquoi l'avoir choisi? Alors, c'est un objet c'est une petite statuette. Sur la photo, elle peut paraître immense. C'est une petite statuette que mes parents avaient ramenée d'un voyage effectué au Bénin, en Afrique, donc au début des années 1960. Et cette petite statuette de bronze
et de bois sans doute de fromager, de capoquier. On connaît bien le fromager ici aux Antilles. Elle représente une femme portant son enfant et pilant le mil. Et cette petite statuette m'a suivi partout, dans mes différents lieux de vie, partout. Elle est chez moi aussi là en Martinique, et elle me regarde dans mes tâches du quotidien, elle me regarde écrire. Voilà, c'est une espèce je sais pas, d'image tutélaire un peu, sans être tutélaire, parce que cette femme, fait son travail. Mais en tout cas, elle me voit écrire, elle me voit pencher sur mon ordinateur, elle me voit dans les tâches du quotidien, et j'y tiens, parce qu'elle m'accompagne depuis ma plus tendre enfance. Formidable. Merci beaucoup pour ce partage, en tout cas, et cette découverte. Je suppose, en tant qu'écrivain, que vous aimez indiscutablement lire. Oui. Et je vous propose de nous présenter votre coup de cœur littéraire dans la rubrique Coup de cœur. Coup de cœur littéraire. Mon coup de cœur littéraire, alors j'en aurais beaucoup, mais enfin, celui que j'ai choisi de vous présenter, c'est un roman de Maryse Condé, Tituba, sorcière, 3 petits points, sorcière de Salem, et voilà, sorcière noire de Salem. Et Maryse Condé nous a quittés il y a peu de temps, et c'est une écrivaine guadeloupéenne. On sait comment je suis attaché à la Guadeloupe, parce que ma mère guadeloupéenne, et mon père aussi d'ailleurs, a conditionné mon intérêt pour la littérature, la lecture. Et ce que je trouve fantastique dans ce roman, c'est que à partir d'un événement qui est celui des sorcières de Salem, alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la colonie anglaise d'Amérique, ce ne sont pas encore les États-Unis, nous sommes au XVIIe siècle, c'est encore une colonie anglaise, ce qu'on va appeler plus tard les États-Unis. Et donc il y a ces communautés de stricte observance chrétienne qu'on appelle puritaines. Et dans cette localité-là de Nouvelle-Angleterre, court le bruit que des femmes de cette communauté sont à l'origine des crimes les plus terribles, qui seraient des empoisonneuses, enfin que ce seraient des femmes maléfiques. Et cette communauté puritaine va se déchaîner, menée par un pasteur, qui est un homme absolument terrible, contre ces femmes que l'on va juger et que l'on va condamner. Et parmi ces femmes condamnées, parce qu'il y a eu, ces femmes ont souffert, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire, il y en a une qu'on a oubliée, c'est qu'il y avait une esclave, alors venant de la Barbade, passée de maître en maître, et qui était esclave noire, vivant dans cette communauté, et dont on ne sait pas grand-chose, mais Maryse Condé s'est intéressée dans cette grande histoire des sorcières de Salem. Oui. On a pu en entendre parler, qui est l'image même de cette rigidité rigoriste puritaine chrétienne. Mais il y a un personnage qu'on a oublié, c'était Tituba, cette esclave noire qui n'a pas échappé à la vindicte puritaine et populaire. C'est ça, mais c'est un personnage réel. C'est un personnage réel, et c'est ça qui m'intéresse aussi dans mes romans. Bon, c'est vrai que je suis historien au départ, mais c'est comment est-ce que les personnages de fiction, par exemple dans mes romans, rentrent en collision avec la grande histoire. Ouais. Et là, on a un personnage qui a existé, mais qui a été oublié, et qui est remis sur le devant de la scène grâce à l'œuvre de Maryse Condé, et qui finalement a été, en plus de cette destinée terrible d'être esclave, s'est trouvé précipité dans cet abîme-là, dans cette histoire terrible d'intolérance et de superstition. Effectivement, c'est un très beau livre. Elle a reçu en 87 le prix littéraire de la femme. Oui. Le prix Alain Boucheron. Un livre qui a été primé. Absolument. Merci beaucoup. Je pense que ça va certainement donner envie de le lire à ceux qui ne l'ont pas encore lu. Alors moi, je vais vous présenter mon coup de cœur, qui est le dernier ouvrage de Raphaël Confiant, Marie-Héloïse, fille du roi. Alors, c'est l'histoire de Marie-Héloïse, qui est une orpheline. L'histoire se déroule dans le XVIIe siècle. Et à cette époque, les orphelines
elles étaient presque la propriété du roi, c'est-à-dire que le roi décidait de les envoyer, les choisissait et les envoyait pour peupler les colonies de ce royaume. Et c'est comme ça que Marie-Héloïse a été choisie parmi les autres orphelines. Et elles sont parties, il y en a plusieurs qui sont parties comme ça, peupler la Nouvelle-France. En fait, c'était le Canada à l'époque. Et donc, de fil en aiguille, elle se retrouve d'abord au Canada, où elle devient l'épouse d'un colon. Et puis ensuite, ils doivent partir à Saint-Domingue. Et puis ensuite, elle atterrit en Martinique, où elle devient, au fil du temps, une blanche créole respectée, puisqu'elle va réussir à changer son identité. Et en fait, c'est un livre magnifique. Vraiment une écriture sculptée, riche. À chaque tableau, chaque personnage bénéficie d'une très belle description, beaucoup de détails. Et surtout, il y a un fond historique qui est réel, donc un gros travail d'histoire. Et puis aussi un travail sur l'utilisation de la langue française de l'époque. Donc c'est un très, 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 très bel ouvrage que je recommande et j'espère pouvoir recevoir Raphaël Confiant pour nous présenter ce livre dans le cadre de cette émission. Un grand monsieur, un grand monsieur. Oui, c'est un très, 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 très beau livre. Très bien. Je propose de regarder maintenant le coup de cœur de la jeune Kellyanne, qui a 14 ans et qui va nous présenter son livre également. Bonjour, je m'appelle Kellyanne et j'ai 14 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de La seule façon de te parler de Cathy Hitak. Dans ce livre, nous allons suivre l'évolution de Nine, une collégienne qui apprend la langue des signes, afin de se rapprocher d'un garçon sourd de son collège. Donc, on va suivre son évolution et franchement, je recommande ce livre parce qu'il fait appel vraiment à la sensibilité du lecteur. Il est plein d'émotions, plein de messages aussi pour nous, humains, qui devons être tolérants envers chacun. Donc vraiment, je le recommande parce qu'il est vraiment, vraiment bien. Bien sûr, cette histoire ne s'arrête pas à là. En effet, Nine a beaucoup de mal à aller au collège. Elle est littéralement malade à l'idée de se rendre en cours chaque jour. Et vraiment, la langue des signes sera son échappatoire, sera vraiment le seul cours dans lequel elle ira avec le sourire. Donc vraiment, je recommande ce livre à tous ceux même qui n'aiment pas forcément lire parce qu'il est vraiment abordable, le vocabulaire est simple et le livre et l'histoire sont passionnants. Qu'est-ce que vous en pensez, Franck ? Bravo, bravo. Combien c'est rassurant, rafraîchissant de voir des jeunes gens. On voudrait qu'il y ait plus de garçons, hein. Mais des jeunes, c'est vrai. Oui, hein. Mais bon, des jeunes gens. On lance un appel aux jeunes garçons. Oui, allez, les jeunes gars, allez les gars, là, allez. Pour nous présenter leurs ouvrages. Mais combien c'est rafraîchissant de voir ces jeunes filles, ces jeunes gens livres en main, avec cet objet en main. Bien sûr, à côté, il y a les réseaux sociaux, tout ce qu'on sait. C'est comme ça, on n'y échappera pas. Mais c'est fantastique d'avoir cet élan vers la lecture. Et je le dis tout le temps, je le répéterai, achetez des livres. Vous ne savez pas quoi acheter quand vous allez à un anniversaire d'un enfant, d'un neveu, une nièce, etc., un petit enfant. Achetez-lui un livre. Et puis, le soir, avant de dormir, après le bain du soir, 5 minutes de lecture, vous lui lisez un conte. Et ça permettra qu'il n'y ait pas un deuxième incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Le premier incendie, c'était il y a près de 2000 ans. On a perdu 1 millier d'ouvrages. L'incendie, c'est actuellement. Si on perd le livre, c'est fini. Voilà, c'est fini. Ça sera le deuxième incendie de la bibliothèque mondiale d'Alexandrie. C'est terrible. C'est une épée de Damoclès sur nos têtes. Donc, continuez. Et c'est pour ça que c'est rafraîchissant. Elle est fantastique. Voilà, bravo Kellyanne. Bravo. Absolument. Et bravo à cette émission qui perpétue le goût du livre et met en avant les auteurs ultramarins. Merci Franck pour ce moment de partage. Merci de nous avoir présenté votre ouvrage Bayou que nous recommandons. Cette émission s'achève. Merci de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Vous pouvez nous retrouver l'émission sur les réseaux sociaux de la chaîne Zitata Télé. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission pour de nouvelles découvertes
un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.